Donc le Togo n'a pas 2 milliards pour construire un marché moderne. Mais nous sommes sur les chaînes de télévision pour parler de souveraineté. Le Togo est souverain. Personne ne doit rien nous dicter. Personne ne doit faire ci, personne ne doit faire ça. Mais pour construire un marché, on va solliciter l'Allemagne. Et je rappelle que c'est le même pays, l'Allemagne, qui est en train de construire le marché de Sotubois. J'espère que ce n'est pas le même plan bizarre, et le marché d'Anéron. Et l'Allemagne a déjà construit quelques mairies. C'est-à-dire, les mairies, là où on doit établir l'état civil, qui est la base même de la souveraineté d'un pays. L'état civil, c'est la base même de la souveraineté d'un pays. Donc, quand on fait les enfants, les mairies où on va pour établir les actes de naissance, c'est le blanc qui construit ça. Mais nous sommes assis sur de la richesse. Hein. On a des milliardaires dans le pays. Pour construire des petites mairies qui font 5 ou 6 chambres, 6 bureaux, c'est l'Allemagne qui est partie du Togo en 1914. L'Allemagne qui est partie du Togo en 1914. C'est l'Allemagne qui débloque l'argent pour construire le marché. Et nous sommes contents. Le président est arrivé avec une quinzaine de voitures 4x4, blindées, rutilants, hélicoptères en l'air, pour venir inaugurer un marché que le blanc qui nous a colonisés est revenu construire. Et c'est le même blanc qui construit d'autres marchés, les mairies, sur le cas de la décentralisation. Après, quand on a fini le marché, on est allé lancer les travaux de la route de contournement de Sokoré. 12 km. Le contournement de Sokoré, 12,5 km pour être exact. 12 km, on n'a pas l'argent pour financer. On allait faire presser les Japonais. C'est le Japon qui finance une route de 12 km au Togo. 12 km. Contournement de la ville de Sokoré. C'est le Japon. Donc, le président, il va lancer un coup de pioche pour une route de 12 km financée par le Japon. Attendez, il y a un problème? Oui, sous les acclamations. Merci, monsieur Atakor, sous les acclamations. 12 km. 12 km. 16 milliards. Que peut-être 2 ou 3 douaniers volent à l'OTR par an. 12 milliards. Qu'on vole sur un seul projet. 16 milliards plutôt. Que 2 ou 3 agents de l'OTR volent en une année. Donc c'est le Japon qui nous fait un don. Quand on parle de don, c'est un terme, tout ça, on doit rembourser peut-être en partie, qui nous donne 16 milliards pour faire une route de 12 km. Nous sommes fiers de quoi? Pour dire que nous sommes souverains. On est fiers de quoi? Pour dire que nous sommes je ne sais pas quoi. Là, ils vont ouvrir les assises. Ils vont ouvrir les assises dans les semaines à venir, je ne sais pas, dans les jours à venir, ils vont ouvrir les assises. C'est le jugement des criminels et tout ça. Et vous savez qui finance les assises? C'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui débloque l'argent pour que nous puissions juger nos criminels. Les assises. Donc, pour payer exceptionnellement les juges, pour payer les avocats, pour payer, je ne sais pas, tous ceux qui doivent travailler pour faire les assises. Donc, c'est l'Union européenne qui va débloquer de l'argent pour que nous, on puisse juger nos délinquants, nos criminels qui sont en prison. L'Allemagne construit les marchés. La France réhabilite l'hôpital par un prêt. Hein, ça, c'est un prêt. L'hôpital, le CHU Campus de Lomé, c'est la France qui est en train de la réhabiliter. L'Allemagne construit les mairies. L'Union européenne donne l'argent pour juger les bandits, hein, les criminels. Et nous, on est là. Et c'est l'Union européenne qui a toujours financé les assises. Quand on veut faire les procès des assises, c'est l'Union européenne qui a toujours financé. Parce que les procès des assises, les avocats sont commis d'office. Il faut les payer. Il faut payer tous ceux qui rentrent dans l'organisation de ces procès-là. C'est l'Union européenne qui donne l'argent. Et nous, on va s'asseoir bonnement quelque part, et puis on dit, nous sommes souverains. On ne veut pas que quelqu'un nous donne des ordres.
Même l'argent que l'Union européenne va donner pour faire les assises, le jour où l'Union européenne va demander, faites-moi les comptes, ils m'ont dit non, 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 vous nous dérangez. Le peu d'argent que vous nous donnez là, vous nous demandez des comptes, vous nous dérangez. Maintenant, les recettes du Togo servent à quoi? Toutes les recettes du Togo là, ça sert à quoi? Toutes les recettes, la pression fiscale qui est organisée sur les entrepreneurs, sur les opérateurs économiques, au point que certains sont en train de fermer les entreprises. Ces recettes-là, ça sert à quoi? Le port autonome, les clinkers, le marbre, je sais pas, les phosphates, tout ce que vous engrangez là, ça sert à quoi? Qui prend ces sous-là? Il faut répartir chez son ami à Kigali. J'espère qu'il va bien voir Kigali parce qu'il est le président qui voyage le plus au monde. Sauf que on ne le voit jamais copier les bonnes choses. Il est à Kigali, dans une Range Rover de Kagame, tout souriant. Il va voir comment Kigali est propre. Il va voir comment on dit qu'on a construit une ville, une capitale, avec tous les aménagements, de l'espace, le cadre de vie, les routes, les immeubles, tout. Nous sommes en Afrique. Kagame n'a pas déplacé tout son gouvernement pour venir visiter Fort avant de construire ça. Comme lui, là, il vient de déplacer tous ses ministres pour aller là-bas, il dit que c'est une visite de travail. Quand ils vont faire des choses bizarres, ils se cachent derrière, ils disent que c'est une visite de travail. Faure Gnassingbé est le président qui voyage le plus au monde. Même le président américain ne se déplace pas comme ça. Le président français ne se déplace comme ça. Il est tout le temps en l'air. Mais il n'a jamais copié une bonne chose quelque part pour venir implanter chez lui ou implémenter chez lui. C'est toujours les bizarreries. On va mettre des puisards sur des routes pour recueillir l'eau. Ça, c'est le nouveau système d'assainissement au Togo. Sur la route de l'aéroport, la route que lui-même il emprunte, on met les puisards. Au lieu de faire des canalisations, on met des puisards pour recueillir l'eau. La route que lui-même il prend pour aller à l'aéroport. Quand il pleut, elle est inondée. Ça ne le dit rien. Mais il est allé dans une ville, dans un pays comme le Rwanda, Kigali, avec tout ce que cette ville a d'attrayant, d'extraordinaire, de tout ce que vous pouvez imaginer, beauté, et tout. Ce pays a été redressé en 20 ans. 20 ans ou 25 ans. Comme lui-même il est venu au pouvoir, il fait 20 ans. Il fait quoi? Zéro cocorico. Et quand on décide de construire un immeuble, il y a eu quelques tintins de UNIR qui sont venus commenter les photos de comparaison avec le marché de pays voisins pour dire « Ah oui, que quand on ne fait rien, vous criez qu'on ne fait rien. Mais quand on essaie de faire quelque chose, vous criez que ce n'est pas bien fait. Mais quand ce n'est pas bien fait, on va dire que ce n'est pas bien fait. Qui n'aime pas le beau? Il dit que le gouvernement essaie. Un gouvernement n'essaye pas. Un gouvernement, ce n'est pas un laboratoire. Le gouvernement n'est pas là pour essayer. Un gouvernement est là pour réfléchir, concevoir et implémenter des projets. Quand vous souffrez d'une culture, c'est vrai, en plus, vous venez dans les commentaires en faux profil. Vous n'êtes même pas courageux pour assumer vos positions. Vous venez dans les commentaires en faux profil pour dire oui, on ne fait rien. Quand ils ne font rien, on les critique. Quand ils essayent de faire quelque chose, on les critique. Mais quand ce n'est pas bien fait, mais si vous faites une route qui est mal faite, on va en parler. Il n'y a pas des gens au Togo qui aiment le beau pour concevoir un bon plan pour construire un marché moderne que ce qu'ils ont fait là. À Sokoré. Il n'y a pas quelqu'un qui aime le beau, un architecte, on ne peut pas trouver un bon architecte pour construire un bon marché au Togo, pour dire, voilà, nous aussi on a fait quelque chose, que ce qu'ils ont construit là. Quand on n'a jamais rien vu dans la vie, hein, et quand on vous tend quelque chose, vous croyez que vous avez tout vu dans la vie, vous contentez de ça. Les gens qui ont vu plus que ça, ils sont en droit de dire que ce n'est pas bien fait. Donc voilà. Voilà. Donc, quand je glisse de cette histoire de marché, je tombe sur les inondations. Je tombe sur les inondations. La pluie va commencer bientôt. Hein? La pluie va commencer dans 2 mois. Et j'ai lu la dernière fois sur Togo Fest, qui est un site de relais gouvernemental, que le gouvernement va débloquer 1,5 milliard pour faire face aux inondations. 1,5 milliard. Depuis qu'on a connu les inondations dernières et que la pluie a cessé, le gouvernement ne s'est pas mis au travail en retroussant les manches pour faire des canalisations. J'ai posté sur ma page les travaux de canalisation, de vraies canalisations qui sont en train d'être faits au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire,
les images que j'ai posées là, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a aussi des images du Bénin. Il y a des images du Sénégal. C'est des pays qui ont souffert énormément ces deux dernières années d'inondation. Donc, ils sont en train de faire de grandes canalisations. Presque la moitié des routes souterraines, au moins 2 mètres sous terre, pour canaliser l'eau d'un point A vers les lagunes, vers la mer et tout ça. C'est ce que Talon a fait au Bénin. Dans la première phase, Talon a mis 15 milliards. Tout le monde connaît Cotonou. Ceux qui connaissent Cotonou savent que Cotonou est dans l'eau. Dans la première phase, Talon a mis 15 milliards. Ils ont fait de grandes canalisations, des rigoles, enfouies dans le sol, sous les routes. Sous les routes. Comme des égouts en Europe, comme des égouts dans les pays développés. Ils ont fait ça. Dimension, 4 mètres. Hauteur, 5 mètres. Enfouis dans le sol pour drainer l'eau. C'est des trucs béton armé. Les gens ont travaillé jour et nuit. Donc, il a fait la première phase, 15 milliards. Et aujourd'hui, il fait la deuxième phase qui est autour de 20 milliards. Le Sénégal a débloqué plus d'une soixantaine de milliards pour régler le problème. Parce que Macky Sall a certes travaillé, mais il a laissé aussi un pays dans certaines zones qui sont en déconfiture. Donc les jeunes qui sont arrivés là, ils sont en train de travailler jour et nuit pour régler les problèmes d'inondation avant les prochaines pluies. Côte d'Ivoire, on fait pareil. Le Ghana, on fait pareil. Au Togo, on nous dit qu'on a débloqué 1,5 milliard. C'est pour acheter les nattes, c'est ça? C'est pour acheter les nattes, les sacs de riz, les bidons d'huile, pour venir donner aux gens quand les gens seront dans l'eau. Qu'est-ce que 1,5 milliard vont faire? Vous avez une ville comme Lomé. Est-ce que 1,5 milliard même peut faire des canalisations rigoles normales dans un quartier d'Agoué, un demi-quartier d'Agoué? Rien du tout. Et donc, on a écrit ça dans les journaux avec enthousiasme que le gouvernement débloque 1,5 milliard pour faire face aux prochaines inondations. Donc le gouvernement sait qu'il y aura les inondations. Donc le gouvernement sait que la saison prochaine, il y aura des inondations. Mais il ne se met pas dans la prévision de travailler à faire des canalisations. Parce que tout le monde sait que les inondations au Togo, c'est un problème d'assainissement. C'est un problème d'assainissement. Ce n'est pas une question de dire que les gens ont construit dans les bas-fonds, tout ça. Non, c'est un problème d'assainissement. Puisque les quartiers qui n'étaient même pas inondés avant sont aujourd'hui inondés. C'est un problème d'assainissement. Il suffit de faire des égouts ou des canalisations grandes, profondes, et de drainer l'eau vers la mer, d'un côté ou la lagune, ou de l'autre côté vers le Zion. C'est tout ce qu'il faut faire. Il y a les ingénieurs pour ça. Mais on dit oui, que le gouvernement prévoit 1,5 milliard cette année pour faire face aux inondations. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter les tampons, ils vont acheter les sacs de riz, même dans 1,5 milliard, ils vont voler. Même dans 1,5 milliard, ils vont voler. Ils vont voler ça. Ils vont voler une partie. Et donc, quand les gens seront dans l'eau, avec toutes les écoles qui sont, je ne sais pas, à Wagnon, mais tout ça qui sont dans l'eau, ils vont venir faire leur cinéma habituellement. Et puis, ils vont prier que la saison des pluies passe vite pour qu'ils retrouvent la paix. Et l'année prochaine, c'est pareil. De vous à moi, qu'est-ce qui empêche M. Faure Gnassingbé, par exemple, de mettre toute la ville de Lomé en chantier? Comme les autres le font. Qu'est-ce qui l'empêche de mettre la ville de Lomé en chantier? En disant, dans 5 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, nous allons bitumer ou paver une grande partie des rues de Lomé. Pour que les populations puissent avoir un cadre de vie agréable. C'est ce que tout le monde fait dans les autres pays. Qu'est-ce qui l'empêche de lancer des grands chantiers pour dire, on prend une partie de Baie, on prend une partie d'Agoué, on prend une partie d'Adétikopé, on prend une partie d'Aditogomé. On va donner du travail à nos entrepreneurs qui sont à la maison, qui tournent leurs pouces, qui ne font rien. On lance de grands projets, on bitume les rues, on fait des canalisations, on draine l'eau. Qu'est-ce qui l'empêche de travailler? Les rares routes qu'ils ont commencé par faire dans le quartier de Baie là-bas, et à Corée-Sewa, Benyedi, Kopé, tout ça là, ils ont abandonné les routes là-bas. Et la pluie arrive encore. C'est le projet PAPV. Je vais parler de ce projet la prochaine fois. Dirigé par un certain Ali Tagba, qui a la présidence, qui est devenu lui aussi multimillionnaire. Qu'est-ce qui empêche Faure Gnassingbé de lancer des chantiers pour enlever la poussière dans les rues de Lomé? Même si chaque année, on décide de paver ou de goudronner 20 km ou 50 km dans la ville de Lomé, en repartissant les kilomètres par quartier, dans 5 ans, on va finir. On va finir. Puisque Lomé n'est pas grand. Si chaque année, on décide de faire 100 km de rue à Lomé, pavé, goudron, assainissement, chaque année,
en 2-3 ans, c'est fini. C'est fini. On va changer le visage de la ville. Parce que quand vous goudronnez une route, ou bien quand vous mettez les pavés, les maisons qui sont sales dans les quartiers, les maisons vont se rajeunir. Les gens vont vendre les maisons pour ceux qui ne sont plus là. Les gens vont construire de nouvelles maisons. Les gens vont mettre de la peinture. La ville va changer de physionomie. La ville va changer de physionomie. Alors, qu'est-ce qui empêche un dirigeant qui a fait 20 ans au pouvoir, qui dit que lui, il est là pour le bien de la population, de lancer ces genres de chantier, alors que le pays a des ressources? Le pays a des ressources. Le pays a plus de ressources que les autres pays. Je viens d'apprendre qu'ils ont augmenté le prix du ciment jusqu'à 88 000. Il ne sait pas quoi. Le ciment qui était à 70 000, il ne sait pas quoi. La semaine passée, c'était on acheté à 88 000. Alors que nous sommes producteurs de ciment. Avec plusieurs usines qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Est-ce que vous-même, vous qui dirigez le Togo là, vous êtes content de voir la ville de Lomé comme ça? Quand vous prenez la ville de Lomé, vous quittez les axes principaux. Boulevard de la Cara, la rue qui va à l'aéroport, la rue qui va à Djidjol et tout ça. Vous rentrez dans les quartiers, aucune rue n'est goudronnée. Aucune rue n'est pavée. Vous êtes content de vivre comme ça, dans une capitale? Ça ne vous dit rien? Quand vous allez à Kigali là, c'est comme ça que Kigali est. Quand vous allez à Abidjan, c'est comme ça qu'Abidjan est. Quand on est allé à Accra la dernière fois pour la prestation de serment de John Mahama, c'est comme ça que Accra est. Et qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire autant? De rendre la ville agréable. Parce qu'une ville que vous avez comme ça, c'est des maladies, parce qu'il y a la poussière. Et donc, vous avez toutes les maladies, les microbes, les maladies des yeux, parce que l'air soulève la poussière tous les jours. Vous avez les microbes qui passent partout. Vous avez des véhicules qui roulent dans des trous qui sont tout le temps. Les propriétés des véhicules vont aller tout le temps chez le mécanicien. Vous avez les gens qui ont les motos qui vont aller chez les mécaniciens. Donc, il y a une série de dégâts qui sont créés aux citoyens quand on n'a pas des routes goudronnées, des routes asphaltées. C'est ce que les autres ont compris. Même le port autonome de Lomé, les quartiers du port, là où il y a l'argent, vous êtes incapables de faire les rues qui sont là-bas, de goudronner les rues. À Koresewa, à Benedi, tout ça là. Kagom et tout ça, vous êtes incapables de goudronner les rues. Les rues même qui sont au port autonome de Lomé. Quand il pleut, il y a l'eau partout. Vous servez à quoi? Vous servez à quoi dans ce pays? Vous servez à quoi? Vous servez à quoi et vous avez encore l'intention de rester le plus longtemps possible? Vous servez à quoi? Où vont les recettes du Togo? Où vont les ressources du Togo? Dites-le nous. Parce que ceux qui font le miracle là, les voisins là, ils n'ont pas autant de richesses que nous. Où vont les richesses du Togo? Vous avez mis les richesses du Togo où? Pour ne pas être capable de faire les routes. Les petites rues dans les quartiers. Dégager tout ça, les saletés qui sont à Lomé. Pourquoi vous n'êtes pas capable de le faire? Parce que vous n'aimez pas le bien, vous n'aimez pas ce qui est beau, ou bien vous êtes des incapables. Vous-même, quand vous roulez dans les quartiers pour aller chez vos copines là, pour aller chez les gens de vos familles, quand il y a deuil là, vous êtes content de rouler dans la poussière, dans les quartiers cabossés de Baie, d'Akoresewa, d'Ajide Gome, d'Atikoum et tout ça, jusqu'à Agoué. Vous allez dans les quartiers d'Agoué quand il pleut, quand GP, tout ça, c'est la boue partout. Vous êtes content de rouler dans ça? Quel pays, quelle capitale vous voyez encore dans cet état? Et quelles sont les ambitions que vous portez pour le pays, à part rester au pouvoir? Franchement, nous allons bien dire, plutôt là au crise quoi. Et comme je ne veux pas mourir très tôt, je ne veux pas me fâcher. Bon. Quand on finit de parler des infrastructures, il y a quoi encore? Voilà. On veut rentrer dans l'AES. On veut rentrer dans l'AES. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Quand j'abordais ce sujet de l'AES depuis, je vous disais, il faut faire très attention pour ne pas se faire manipuler. Je vous avais dit ça dès le départ. Mais comme les Togolais, ils sont trop dans l'émotion, enthousiastes, ils suivent les gens, ils suivent la foule.
Les gens ne font aucune analyse, les gens ne font pas appel à leur lucidité pour se rendre compte de ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. Je vous avais dit dès le départ que tout ce qui se passe, tout ce qui se passait là-bas, avec les gens de l'AES là, le laboratoire c'est à Lomé, c'est Faure qui est leur parrain. C'est Faure qui est leur parrain. Et lui, il est leur parrain par rapport à son agenda propre. Ce n'est pas forcément par rapport au bien-être de ces peuples-là, mais par rapport à son agenda, à lui. Et son agenda à lui, c'était de se soustraire de l'influence de la CEDEAO qui mettait la pression sur lui de respecter les 2 mandats. Parce qu'il y a le protocole additionnel de la CEDEAO que le Togo ne voulait pas signer depuis longtemps. Quand ils étaient à la conférence d'Accra en 2012, le Togo et la Gambie étaient les 2 pays qui avaient refusé de signer le protocole additionnel de la CEDEAO qui exigeait que les mandats soient limités à 2. Après, Yaya Jammeh est tombé. Et comme Ouattara voulait aussi faire le 3e mandat, Macky Sall aussi, ils ont rejoint Faure. Dans cette entreprise de ne pas accepter la mise en vigueur de ce protocole pour qu'il puisse continuer pas à postuler. Alors Faure, comme il est très malin, il faut pas sous-estimer Faure. Moi, je le dis toujours, si tu es un politicien aguerri, honnête, il faut être honnête pour dire que quelqu'un qui fait 20 ans au pouvoir, que vous combattez, que vous n'arrivez pas à déraciner, c'est que il a toujours, c'est-à-dire, il a toujours des moyens plus que vous. C'est-à-dire, il a toujours des astuces. Donc, ce que les gens ont toujours sous-estimé Faure Gnassingbé. Quand il est venu au pouvoir, les gens ont dit, oh, il y a des mabévis, il y a des dintochons, non, il a olé Faure. Même les gens même de RPT, ils l'ont sous-estimé. Et il les a neutralisés un à un. Les militaires, il a commencé par dégager les militaires un à un. Son petit frère, les militaires, les opposants. Il les a avalés un à un. Il les a avalés un à un, un à un. Au point qu'aujourd'hui, les partis politiques sont devenus des coquilles. Devenus des coquilles. Vides. Où les gens se bagarrent dans les partis politiques. En tout cas, pour ce qu'il en reste, pour les histoires de députés ou des histoires de comment on appelle ça, de sénateurs. Il n'y a pas meilleur scénario pour lui que ce qui est en train de se faire là. Il est tranquille, il rit parce qu'il voit devant lui, il n'y a pas maïs, c'est maïs quoi. Parce qu'il a réussi à désorganiser tout ça. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'il faut sous-estimer en termes de méthode qu'il déploie pour conserver le pouvoir. Lui, son objectif, c'est de conserver le pouvoir, par tous les moyens. Parce qu'il a dit que son père lui a dit de ne jamais abandonner le pouvoir. Donc, il se donne tous les moyens pour conserver le pouvoir. Il sait où il va. Si nous avons 1000 francs dans les caisses du Togo, si Faure Gnassingbé peut sortir 900 pour aller solliciter le soutien de quelqu'un pour conserver le pouvoir, il va le faire. Les 100 francs restants, les Togolais peuvent mourir de faim. Il s'en fout. Pour lui, c'est conserver le pouvoir. Donc, une grande partie de l'argent qui doit servir à développer le Togo, on l'utilise pour acheter des gens, les diplomates, des réseaux dans la sous-région, ci ou ça. Donc, son objectif, sachant que son mandat, son 2e mandat, je ne sais pas quoi, finissait, il fallait faire tout pour semer une zizanie désorganisée dans la CEDEAO, pour que la CEDEAO, quoi qu'on dise, elle est une institution critiquable, mais elle essayait d'harmoniser un certain nombre de choses pour qu'on ne puisse pas lui rappeler ses engagements. Et vous savez très bien que c'est la CEDEAO qui a mis Faure Gnassingbé au pouvoir avec la France. C'est la CEDEAO qui a été le cheval de Troie qui a mis Faure Gnassingbé au pouvoir en 2005, après les massacres. Obasanjo, qui s'est compromis dans l'histoire du Togo. Mamadou Tandja, qui a pris beaucoup d'argent au Togo. Après, on a envoyé une entreprise togolaise aller lui construire une très grande résidence à Niamey. Mamadou Tandja, le Togo lui a construit une grande résidence à Niamey, après les bêtises qu'ils ont fait à Lomé. Aïcha Mindaoudou, une femme ministre des Affaires étrangères de Mamadou Tandja, une femme de cuisse légère, elle a fait des choses pas possibles au Togo que je ne vais pas dire ici, alors qu'elle était ministre des Affaires étrangères du Niger.
elle était ministre des Affaires étrangères du Niger, elle a fait des choses incroyables au Togo, juste pour enfoncer le Togo contre de l'argent. Abdoulaye Wade, qui a dit à Faure Gnassingbé qu'il a l'argent, il a l'armée, il peut rester tranquille, parce que lui aussi, il envisageait que son fils devienne président. Il y a une certaine Adrienne Diop, qui était à la commission de la CEDEAO à Abuja, qui a raconté n'importe quoi sur le Togo à l'époque. Il y a un certain Maïmaga Bouka, ou je ne sais pas quoi, qui était à Lomé, un Nigérien, qui était dans toutes les magouilles. Donc, la CEDEAO a longtemps volé au secours de Faure Gnassingbé en avalisant toutes les élections frauduleuses qu'il a organisées par après. Parce qu'au départ, on se disait, bon, il va faire un mandat, il va calmer les cœurs, comme il y a eu beaucoup de morts, son père est mort, le pays peut aller dans tous les sens. Dès qu'il s'est installé dans le fauteuil, après l'accord politique global, il a évacué les opposants, il les a affaiblis, et puis il a repris le dessus. Après, il a liquidé son frère, il a liquidé les militaires, il a pris le contrôle. En 2009 déjà, il avait toute la totalité du pouvoir. Déjà en 2009, Faure avait déjà pris la décision en 2009, quand il a écarté Pacha, qu'il va rester le plus longtemps au pouvoir. Ça a commencé en 2009. Il avait l'effectivité du pouvoir. Et donc, la CEDEAO, Ibris Chambas, voilà, un autre pourri. Voilà. Pourri, plus pourri que lui, tu ne peux pas imaginer. Voilà un autre. Vraiment pourri, hein. C'est une pourriture, Ibris Chambas. Voilà un autre. Et donc, ces gens-là, ils ont aidé à installer Faure. Aujourd'hui, 20 ans après, comme Faure ne trouve plus ses intérêts vers eux, il est en train de les mordre. Vous voyez? Aujourd'hui, 20 ans après, comme Faure ne trouve plus ses intérêts dans la CEDEAO, il est en train de les mordre. Il est devenu un problème dans leur gorge. Il est en train de les mordre. Et je peux vous assurer, parce que moi je parle avec beaucoup de gens au sein de la CEDEAO, qu'ils en ont jusqu'ici. Ils en ont jusqu'ici. Ils ne savent pas à quoi nous jouons. À chaque fois qu'ils veulent avancer, le Togo met le sable dans leur achèque, le sable dans leur gari. Ils en ont jusqu'ici. Pas plus que cette semaine, j'ai parlé avec des gens dans la commission de la CEDEAO. Ils ne comprennent rien. Et je leur dis, vous n'avez encore rien vu. C'est vous qui l'avez nourri. C'est vous qui l'avez engraissé. Il est maintenant installé, il a des racines partout. Il va vous emmerder. Il va vous emmerder. Et donc, aujourd'hui, le seul objectif de Faure Gnassingbé, c'est de rester au pouvoir. Et comme dans quelques mois, ils vont matérialiser leur régime parlementaire par les nominations, il sait très bien qu'au sein de la CEDEAO, tout le monde attend de voir ce qu'il veut faire. Tout le monde sait que c'est pour garder le pouvoir. Mais les gens attendent de voir ce qu'il veut faire. Et dans quelques mois, il va changer les rôles. Donc, il ne veut pas que, dans 2 mois, changeant les rôles, la CEDEAO se mêle de ses affaires. Donc, son ministre, qui est son... Comment je dirais ça? C'est la voix du maître. Donc, le ministre des Affaires étrangères, qui est la voix du maître, il envoie dire... Nous, on est prêts à rentrer dans l'AES. C'est un chantage. C'est un chantage diplomatique. Si, dans 2 mois, nous faisons notre régime parlementaire, on matérialise tout, ne vous mêlez pas de notre affaire. Si vous vous mêlez de notre affaire, on va rentrer dans l'AES. C'est ça. Donc, le timing est bien choisi. Doucet n'est pas sorti par hasard. Le timing est bien choisi. Il n'est pas sorti comme ça pour dire... Bon, non, tout ce qu'ils ont fait là, c'est un cinéma. Les petits bandits camerounais qui l'ont interrogé là, ce sont ses amis. Ce sont ces bandits camerounais avec Alain Foucault qui sont venus inciter les réformes constitutionnelles au Togo en disant que l'Afrique n'a pas besoin de démocratie, il faut des régimes ou des rois ou les gens qui se suicident. Que l'Afrique n'est pas mieux pour la démocratie. C'est le Domché là et son ami Foucault qui sont les porteurs de cette idéologie. Donc c'est une auto-interview. C'est quelque chose qui a été arrangé. Vous voyez ça? Donc, Alain Foucault ne s'est pas prononcé sur l'élection au Ghana. Les Ghanéens, ils ont 2 têtes. Les Ghanéens, là, ils ont 2 têtes. On a fait les élections au Ghana. Le soir, on a eu les résultats. Les Ghanéens et les Togolais, ce sont les mêmes ethnies, non? Pratiquement. Ce sont les mêmes peuples. Presque la même histoire. Quand le Bénin fait les élections, c'est pareil, non? Le Sénégal a fait les élections. Qui peut dire que l'Afrique n'est pas mieux pour les élections? C'est parce qu'il y a des individus en Afrique qui ne veulent pas se plier au jeu de la démocratie.
aux gens que l'Afrique n'est pas mieux pour la démocratie. C'est parce qu'il y a des individus qui ne veulent rien respecter en Afrique. Donc, le gars qui interroge le ministre, parce que le ministre, lui, je ne lui en veux pas, parce que lui, ce qu'on lui demande d'aller dire, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. En disant oui, que nous sommes prêts à rentrer dans l'AES. Genre, si dans 3 semaines, 6 semaines, nous matérialisons notre régime parlementaire et que Faure devient président du Conseil avec tous les pouvoirs, ne faites pas de communiquer, ne nous dérangez pas. Si vous voulez nous déranger, nous, on va chez les autres. Est-ce que le Togo est un pays sahélien? Ils sont en train de restreindre le live sur TikTok. Est-ce que le Togo est un pays sahélien? Pourquoi on ne va pas dans l'Union du Maghreb arabe? Il ne faut pas qu'on s'arrête au Sahel. Il faut qu'on continue, qu'on va jusqu'à l'Union du Maghreb arabe. Il faut qu'on aille dans toutes les organisations. On n'a pas seulement besoin de sortir de la CEDEAO ou bien de rentrer dans l'AES. Il faut qu'on aille dans l'Union du Maghreb arabe. On n'a qu'à continuer. Si on peut même rentrer en Palestine, pourquoi on rentre là-bas? Comme ça, on sera sauvé. Parce que Faure ne cherche que à consolider son pouvoir, à rester le plus longtemps possible. Donc, partout où il peut s'accrocher à quoi que ce soit pour garder le pouvoir, c'est ce qu'il est en train de faire. Et donc, ils se sont cousus des habits de panafricains. Ils sont en train de dire, ah, nous, on est des panafricains, on est ci, on est ça. Alors que même pour construire un hôpital, on prend l'argent des Blancs. Pour juger les criminels, on prend l'argent des Blancs. Pour aller uriner, on prend l'argent des Blancs. Pour faire ci, on prend l'argent des Blancs. C'est l'Allemagne qui construit les marchés. C'est quel régime panafricain qui prend l'argent chez les Blancs pour faire tout? Donc c'est ça, c'est le jeu auquel on assiste. Donc, ils sont en train de faire un chantage par anticipation. Retenez-moi sinon je fais un malheur. Retenez-moi sinon je fais un malheur. Nous sommes prêts à aller dans l'AES si jamais vous voulez nous reprocher des choses. Sachant que si un autre pays va dans l'AES, ça fragilise davantage la CEDEAO. La CEDEAO va dire, bon d'accord, bon, on vous regarde. Eux aussi, c'est bien fait pour eux. Comme on le dit, effions. Voilà. Ils ont nourri l'animal. Aujourd'hui, l'animal leur échappe. C'est ça la réalité. Ils ont nourri l'animal et l'animal leur échappe aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et s'il faut arriver à faire ce qu'il fait là, c'est parce qu'en face de lui, il n'y a rien d'organisé. Si la classe politique dans son ensemble était véritablement organisée, Faure Gnassingbé, on le voit, on dit qu'il est très fort, mais c'est une puissance de façade. Si le Togo bouge 2-3 jours, aujourd'hui, il n'a même plus de soutien. Que ce soit régional, tout le monde le regarde avec beaucoup de dédain. Les gens le regardent parce qu'il sème la zizanie partout. Les gens le regardent, les gens attendent son tour, qu'il ait des problèmes. Les gens le regardent parce que les gens n'admettent pas tout le bordel qu'il est en train de semer dans la région. Parce que c'est lui, à l'image de Blaise Compaoré, qui a pris la main aujourd'hui. Donc ces gars qui sont au Mali, au Burkina, tout ça, ils lui sont redevables. C'est lui qui est leur parrain, en réalité. C'est lui qui porte leur cause partout. Moi, j'ai eu des compatriotes qui m'ont envoyé des messages pour dire, ouais, il faut parler aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens, de ne jamais accepter Faure Gnassingbé dans l'AES. Qui vous dit que Faure même n'est pas dedans depuis? Faure est dans ces trucs-là depuis. C'est le Togo qui est le laboratoire. C'est le Togo qui est le laboratoire. Seulement, ils ne veulent pas assumer publiquement. Les Goïtas sont tout le temps au Togo. Même clandestinement, vous ne savez pas. Comment l'appelle-t-on? Tiani a fait son coup d'État. C'est dans quel pays il est venu premièrement? C'est au Togo. C'est au Togo qu'il est venu premièrement. C'est au Togo qu'il est venu premièrement. C'est Lomé qui est le laboratoire de tout ça. Mais ils ne veulent pas l'assumer publiquement. Maintenant, ils utilisent ça comme un moyen de chantage. Quand ils sont dans les sommets de la CEDEAO, quand on veut prendre une décision qui n'est pas à l'avantage des 3 pays, le Togo s'oppose en disant non, moi je vais aller à la négociation, je vais les convaincre, je vais les aider. S'il ne fait pas une compagnie avec eux, comment il va aller les voir? Et vous vous rappelez de ce que Choguel Maïga a dit. Choguel Maïga a fait une vidéo pour dire que le Togo est pour eux un pays très précieux, que Eyadema les a beaucoup aidés de son vivant, et que son fils est en train de les aider, et que le Togo est pour eux un allié. Il y a la vidéo de Choguel Maïga quand il était Premier ministre qui est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus pour être convaincu que c'est un continuum? Donc, le Togo essaie de se réfugier dans l'AES
pour sauver son pouvoir. C'est son objectif. Et ses amis de l'AES sont aussi avec lui. Ils savent très bien. Mais ils ne sont pas pour le peuple togolais. Mais ils sont avec leur ami Fonya Singbe. C'est pour ça que moi je dis, et je vous ai toujours dit, je ne soutiens jamais l'ami de mon ami. L'ami de mon ennemi, moi je ne soutiens pas. S'il y a quelqu'un dans la sous-région qui fait les affaires avec Fonya Singbe, qui soutient Fonya Singbe, qui dit l'affaire avec Fonya Singbe, contre les intérêts du peuple togolais, moi je ne le soutiendrai jamais. Il peut être le meilleur révolutionnaire du monde. Je ne le soutiendrai jamais. Je ne le soutiendrai jamais. Le jour où ces gens-là, ils vont se soucier du sort du peuple togolais, qui est sous une dictature de 50 ans, 60 ans, on va partager leur combat. Le jour où ces gens-là, ils vont partager nos souffrances, on va partager leurs souffrances. C'est ça. Moi, je ne fais pas de sentiments. Mais s'ils sont avec Fonya Singbe contre le peuple togolais, moi, je ne partagerai pas leurs souffrances. Je m'en fous. Chacun s'occupe de son pays. Chacun s'occupe de son pays. Et je l'ai dit dès le départ, que moi, je ne me laisse pas enfumer par des histoires de populisme et de je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, même quand vous allez dans l'AES là-bas, ça ne va pas. Mais les gens n'ont pas le courage de vous le dire. Ça bouge partout là-bas. Ça bouge partout. Ça bouge partout. Quand on crie à bas la France, ce n'est pas un programme. Après, le populisme, ça a un temps. Si vous quand vous n'arrivez pas à satisfaire les besoins des populations, les gens se retournent contre vous. Et ce n'est pas la première fois qu'on fait les coups d'État en Afrique. On sait ce que les coups d'État ont donné en Afrique. Et donc, aujourd'hui, ces gens-là, ils sont avec Fonya Singbe pour leurs intérêts. Ils ne sont pas avec le peuple togolais. Et moi, je ne peux pas être avec eux. Je ne peux pas faire leur combat. Parce qu'ils sont en train d'aider quelqu'un que nous combattons. Ils sont en train d'aider quelqu'un que le peuple togolais veut se débarrasser. Je ne sais pas combien de fois on doit le dire pour que ça rentre dans nos oreilles. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, il vient de vous le dire clairement, que je suis prêt à rentrer dans l'AES. Mais je suis prêt à rentrer dans l'AES, c'est pour faire quoi? C'est pour sauver mon pouvoir. Et donc, les gens de l'AES acceptent que Fort vienne chez eux pour sauver son pouvoir. Et non pour aider le peuple togolais à se débarrasser de Fort. Et vous voulez que nous on les soutienne? Vous voulez que nous on les soutienne? Nous, on n'aime pas les bonnes choses. Nous ne voulons pas avoir un pays dirigé autrement. Nous, on ne veut... Non, attendez. Attendez. Moi, je ne me laisse pas en bas. Moi, je ne suis jamais la foule. Hein. Je ne suis jamais la foule. Il ne faut pas confondre la foule au peuple. Hein. Même si la foule est une composante du peuple. Il ne faut pas confondre la foule au peuple. Ceux qui confondent la foule au peuple, c'est eux qui échouent souvent. Il ne faut jamais confondre la foule au peuple. La foule, c'est une composante du peuple. Elle n'est pas le peuple. Le peuple, c'est les gens qui sont là. C'est très profond. J'ai vu, depuis quelques jours, des fervents partisans de l'AES qui nous insultaient avant, qui ont tous changé de position depuis quelques semaines, qui ont commencé par insulter leur patron de leur zone là-bas. Ils les insultent sur les réseaux sociaux, disent que c'est des gens corrompus. Ils ont vidé leur pays, il y a ci, il y a ça. Je suis là, je ris, je les regarde. Le temps est l'ennemi du populisme. Donc, la stratégie de Fonya Singbe aujourd'hui, à l'orée de la matérialisation de son projet de régime parlementaire qui va l'amener à faire des nominations au mois de février ou début avril, c'est de faire du chantage à la communauté internationale. Parce que tout le monde est fatigué de lui, mais les gens ne le disent pas ouvertement. Les gens en ont marre de le regarder tout le temps dans toutes les conférences. Tout le monde parle, lui il est là. Ça veut dire qu'on fait les conférences, il y a un qui ne parle jamais, il est dans toutes les conférences depuis 20 ans. Les autres vont, ils viennent, les autres partent, mais lui il est là. Donc à un moment donné, son visage, sa physionomie, sa présence commence pas à agacer les gens se posent des questions. Mais il sait qu'il n'a plus l'appui qu'il avait avant. Donc maintenant, il se réfugie dans une stratégie de chantage. Parce que l'environnement géopolitique lui permet de faire ça. Si vous ne voulez pas faire selon mes désirs, moi je vous quitte. Je vais dans l'AES. Et comme cette histoire de l'AES là, ça rentre les gens, on dit on ne veut pas le laisser partir. Hein. Donc si on ne veut pas le laisser partir, on le laisse faire. Moi, il y a quelqu'un de la CEDEAO qui m'a dit ils ne peuvent rien faire si le peuple togolais même ne bouge pas. Parce que si le peuple togolais
Il y a quelqu'un qui dit l'AOS n'a qu'à se méfier. On te dit qu'il est le parrain de l'AOS. Toi, tu dis que l'AOS n'a qu'à se méfier. Vous comprenez rien, vous les Togolais. Et il y a quelqu'un qui me dit, eux à la CEDEAO, ils ne peuvent rien faire que si les Togolais même se taisent, ça veut dire que les Togolais sont d'accord avec lui. Et je vous dis, mais c'est vous qui nous avez mis dans ces situations. C'est vous qui nous avez mis dans ces situations. C'est vous qui l'avez imposé, qui l'avez nourri, qui l'avez fait grandir, au point qu'il est devenu aujourd'hui un danger pour vous-même. Et qu'il est prêt à désorganiser toutes les institutions régionales pour conserver le pouvoir. C'est ça la réalité. Donc, voilà. Voilà, c'est ça la réalité. Et vous allez voir que plus on avance, plus le Togo, il fait les choses exactement comme là. Les espaces de liberté sont fermés, on arrête les gens, on emprisonne les gens, on empêche les partis politiques de mener leurs activités, on fait tout pour bloquer l'espace public. Comme ça se fait dans la zone là-bas. Et avec eux, il fait les affaires. Je vous ai parlé de la dernière fois, de tout le trafic d'or qui passe par le Togo. Ça vient de l'AES, tout le trafic d'or qui passe par le Togo. Ils tirent les dividendes dedans. Après, il y a le port autonome de Lomé. Eux-mêmes, ils viennent, ils nous disent, le port fait beaucoup de recettes, mais nous, on ne voit pas les recettes, ils ne goûtonnent aucune rue, ils ne font rien. Où va l'argent? Tout ça, c'est le business personnel qu'il fait avec eux. C'est ça. Et donc, on est là. Et donc, les autres qui ont renversé leur chef d'État, qui eux ont connu la démocratie, ils profitent pour faire quelques réalisations, faire quelques routes, construire des hôpitaux. Nous, on n'a rien. Mais eux, ils sont avec notre gars. Et nous, nous sommes avec eux. Est-ce que c'est logique? Eux, s'ils sont porteurs de valeurs, ils sont porteurs de révolution, ils sont porteurs de changement en Afrique, ils devaient être du côté du peuple togolais. Ils devaient soutenir le peuple togolais. Des Togolais de la diaspora sont allés au Mali pour voir le premier ministre malien, Choguel Maïga, pour le dire, ah monsieur le premier ministre, nous sommes des Togolais. Nous voulons aussi le changement dans notre pays. Nous sommes venus vous voir. Ce que vous faites ici, on vous a beaucoup soutenu. Aidez-nous aussi à nous débarrasser de Fort. Choguel leur a dit qu'ils sont avec Fort. Ils ne peuvent pas aider les ennemis de Fort. Je vous ai dit ça, non? Vous ne savez pas ça? Je vous ai dit ça dans un live. Et nous, on va partager leur souffrance. Pourquoi? Chacun n'a qu'à se protéger. Le jour où les Togolais vont réussir à se débarrasser de celui qui bloque le pays là, on pourra parler aussi avec les gens là. On pourra parler avec les gens là. Est-ce que vous voyez, ces gens-là se plaignent pour nous? Ils ne se plaignent pas pour nous. Tant qu'eux, ils peuvent venir chercher leurs marchandises au port, ils peuvent faire les affaires avec Fort, on leur ouvre les vannes, ils s'en foutent de ce que vive le peuple togolais. Ils s'en foutent éperdument. Et moi, je n'ai pas à avoir des sentiments pour les gens qui s'en foutent de mon pays. Voilà. C'est mon avis. Je n'ai pas besoin que tout le monde soit d'accord avec moi, mais je sais que le temps me donne raison. J'ai commencé cette histoire-là depuis attirer l'attention des gens. Maintenant, le temps commence, les choses commencent par s'éclaircir petit à petit. Les choses commencent par s'éclaircir petit à petit. Et vous allez voir ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Parce que moi, Ferdinand, mon plus grand vœu, c'est que Fort aille dans l'AES. Je souhaite vivement qu'il aille, qu'il franchisse le pas d'aller. Qu'il dise ouvertement que désormais, nous rentrons dans l'AES. Vous allez voir ce qui va lui arriver. Il n'a qu'à avoir le courage de dire, je rentre dans l'AES. Alors que le Togo n'est pas un pays sahélien. Il peut même dépasser l'AES. Il va dans l'Union du Maghreb arabe. Il va s'associer avec Algérie, tout ça. Il va là-bas. Vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez voir ce qui va arriver. C'est là où il va s'effondrer avec tout l'édifice. Parce que les peuples de l'autre côté sont en train de se réveiller. Vous ne voyez pas l'actualité. Vous ne suivez pas les événements. Les gens ont commencé par se réveiller. Donc, c'est comme ça que ça va arriver. Vous allez voir. Donc, moi, c'est ce que j'ai à partager avec vous. Donc, la sortie du ministre des Affaires étrangères, qui est la voix du maître, lui, il ne faut pas lui en vouloir. Il est la voix du maître. Il a même dit que...
Il a même dit que Assimi Goïta est quoi? Je sais pas, il a dit quelque chose comme ça. Bon, il n'a pas... Il n'a pas manqué d'éloges à Assimi Goïta. Il dit qu'Assimi Goïta est un modèle, ou je sais pas, des trucs comme ça. Bon, voilà. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir tenir. C'est parce que à l'intérieur, on n'est pas organisé. C'est parce qu'à l'intérieur, on n'arrive pas à s'organiser. Sinon, voilà, Assimi Goïta, c'est une chance pour le Mali, voilà. Je ne suis pas sûr que beaucoup de Maliens aujourd'hui pensent la même chose. Et je ne suis pas sûr que on n'est pas, comment je dirais, on n'est pas organisé. Et les gens ne veulent pas laisser de côté leur ego pour s'organiser. Alors que la population leur donne tous les moyens. Aujourd'hui, les Togolais sont à bout. Les gens sont fatigués. Il y a une colère dans la population. Et un homme politique stratège, c'est celui qui observe comment la population, comment la colère monte dans la population et essaie de saisir tout ça pour le transformer en action politique. Aujourd'hui, les hommes politiques au Togo se battent pour les broutilles. Les gens sont en train de se battre pour les broutilles sénatoriales, députés, machin comme ça. On a même l'impression que l'objectif, ce n'est plus de dégager le pouvoir. Et quand j'ai vu, et je vais terminer par là, j'ai vu le désordre dans lequel les Togolais ont franchi la frontière pour aller déposer des fleurs sur la tombe de Sylvanus Olympio. Je dis, mais on ne sera jamais sérieux au Togo. Si vous vous réclamez tous de Sylvanus Olympio, ou vous voulez rendre hommage à Sylvanus Olympio, il y a eu au moins 5 ou 6 délégations qui se sont succédées à Agoué. Chacune avec ses fleurs, chacun avec ses tricots, chacun avec ses habits. Chacun avec ses habits. Mais attendez. Mais au moins si vous ne vous entendez pas, si vous faites la guerre entre vous, si vous êtes des opposants qui vous mettez les crocs en jambes, le jour où vous voulez aller rendre hommage au père de l'indépendance, au moins vous pouvez aller en groupe. Au moins pour montrer au défunt qu'il n'a pas fait un travail vain. Au moins vous devez aller en groupe. Vous aurez pu aller en groupe, vous vous appelez entre vous et vous partez dans les mêmes voitures. Mais là, il y a ceux qui sont allés très tôt le matin, ils ont fait la messe, ils ont chanté, ils ont mis leurs habits. Ceux qui sont passés à 9 h, ceux qui sont passés à 10 h, ceux qui sont passés à 11 h, ceux qui sont passés... Et vous pensez que Sylvanus, s'il est quelque part, il vous voit, il sera content que vous veniez en désordre comme ça, l'embêter dans sa tombe où il doit se reposer. Laissez le vieux dormir tranquillement. J'ai vu les images, j'ai dit, on n'aime que le spectacle au Togo. Et je ne suis même pas sûr que beaucoup de ceux qui sont allés là-bas sont des gens convaincus ou des modèles. Les gens sont allés juste pour exister, pour dire que eux aussi sont allés là-bas. C'est tout. Parce que ces derniers temps, il y a eu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui ont fait, je ne sais pas quoi, qui ont relancé l'image de Sylvanus, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont fait beaucoup de tapage. Et donc, les gens voulaient tirer le voile vers eux. Donc, tout le monde est allé là-bas. Et en rond dispersé. La seule chose qu'on aurait pu faire pour ce monsieur-là, au moins même si on se querelle, c'est d'aller dans l'union pour prier sur sa tombe. Chacun est allé à sa manière. Les gens sont allés même, je ne sais même pas comment dire, les gens sont allés même perturber sa tranquillité. C'est ce que je peux dire. Les gens sont allés perturber sa tranquillité. Et c'est vraiment triste, hein, l'image qu'on renvoie. C'est vraiment triste l'image qu'on renvoie. Et j'ai suivi les déclarations. Si vous vous réclamez tant de Sylvanus Olympio, pourquoi vous ne pouvez pas mettre ensemble? Si vous vous réclamez tant de lui, pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre ensemble un seul jour pour honorer sa mémoire? Pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre un seul jour pour honorer sa mémoire? Si tant est que vous vous réclamez tous de lui, ou si tant est que vous savez qu'il a fait quelque chose pour le pays, vous voulez l'honorer, pourquoi ce jour-là, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble? Vous ne pouvez pas passer des coups de fil entre vous, les responsables de l'opposition, pour dire, on va à Goué, hein, pour voir Sylvanus de l'autre côté, on va aller prier, on va aller ensemble pour renvoyer vers le peuple une image d'union, d'une opposition responsable. Chacun est allé avec ses fleurs, chacun est allé avec ses habits, chacun est allé avec ses tricots, comme des inconscients. Après, chacun a repris ses voitures, sont revenus à Lomé. Et
Depuis la semaine passée, ils ont déjà oublié. Ils attendent encore. Si l'année prochaine, il n'y a pas de changement, ils iront encore. Vous foutez des gens. Vous foutez des gens. On devait même vous interdire d'aller là-bas. Vous foutez des gens. Donc, quand on présente cette image-là, Faure a beau être au pouvoir depuis 20 ans, il ne fout rien. Les Blancs, les gens qui peuvent nous aider croisent les bras, ils nous regardent, ils disent, bon, vous voulez qu'on le fasse partie pour qui? Vous voulez qu'on le fasse partie pour qui? Regardez ceux qui sont en face. Regardez-les. Vous jetez un os là, ils se tapent dessus entre eux. Vous voulez qu'on le fasse partie pour qui? Pour avoir le désordre? Tant qu'ils ne sont pas organisés, on ne sait pas qui, il n'y a pas de leadership à assurer, il n'y a rien. On le regarde. Le jour où les événements vont le faire partie, on va s'adapter. C'est comme ça que la communauté régionale et internationale réfléchit. Hein. Ils préfèrent la dictature au désordre. C'est ce qu'ils disent. C'est Achou Kofi Amega qui avait dit ça. Le juif voulait donner les résultats frauduleux en 2005. Il dit, je préfère la dictature au désordre. Il a tapé, bah, que fera gagner. C'est ça. C'est comme ça que ça réfléchit à l'extérieur. Ça ne réfléchit pas autrement. Donc, ceux qui, et je vais terminer par là, ceux qui veulent le pouvoir, ceux qui cherchent le pouvoir, ceux qui cherchent je sais pas, à prendre le pouvoir, il faut vous organiser davantage. Moi, je reste dans mon rôle de journaliste. Dénonciation, conscientisation, analyse. Mais ceux qui veulent le pouvoir, vous avez intérêt. Parce que je ne suis pas convaincu qu'il y a encore beaucoup de gens qui le soutiennent. Il est dans une certaine peur. C'est pour ça qu'il envoie des gens parler comme ça. Si demain, il y a une force organisée qui le bouscule, il va tomber. Il va tomber. C'est vrai que ça ne va pas être facile, mais il va tomber. Mais tant que des gens ne s'organisent pas pour aller à l'assaut du pouvoir, tant que les gens ne s'organisent pas pour aller au charbon, mais lui, ce qu'il a aujourd'hui en face de lui, c'est la meilleure opposition. Parce que chacun dans son petit coin, chacun mange bien, les gens sont dans les mairies, ils sont tranquilles, ils ont quelques connexions avec le pouvoir, ils demandent des faveurs. Et donc lui, il est là, il est tranquille, il dit, bon, écoutez, moi je suis là, hein, j'ai donné un peu à chacun, les gens mangent tranquillement. Donc les gens, ils sont sur Internet pour guetter les jeunes filles, hein, quand ils ont des problèmes. On appelle ça abus de faiblesse. En droit, on appelle ça abus de faiblesse. C'est de l'abus de faiblesse. Vous qui faites ces conneries-là, un jour, on va vous dénoncer publiquement pour montrer aux gens que vous n'êtes pas des hommes crédibles. Vous n'êtes pas des gens sur lesquels on peut compter.